Bonjour les géologiques, bonjour Fabrice. On l'a reconnu. T'as vu ce petit chemin, c'est rigolo. Hein. Là on a une chance inouïe, c'est qu'on a un affleurement, on distingue un niveau plutôt dur là, ici, et un niveau plus tendre en dessous. C'est du sable. C'est un sable, mais regarde sa couleur, hein. Ocre, partout. Il a commencé à se cimenter, tu vois, ici. Et ça, c'est une partie cimentée de ce sable. Une dalle de quoi? Une dalle de grès. Là, on est en plein dans la zone de formation de ces grès. Et on s'aperçoit que c'est très localisé. 49 nuances de grès éocène. 49, c'est en lien avec le département? Ouais, logique. Ouais. Et puis, géo. Non, mais elle est bien celle-là. Éocène, parce qu'en fait, des grès, il en existe plein. Celui-ci est considéré d'âge éocène. C'est pour ça qu'on l'appelle le grès éocène. On va apprendre à savoir quels sont les ingrédients qui ont permis de le faire, comment il a été fait, à quel moment, dans quelles conditions. On va aller voir ça sur le terrain. Bah ouais, c'est une super idée ça. Hein. Il y a quelque chose de particulier, c'est que quand je le casse, tu vois, je récupère des petits grains là dans ma main. Et ces petits grains, on va les regarder à la loupe. Je distingue très nettement des grains de sable. Alors ce sont des grains de sable qui sont un peu anguleux et ils sont luisants, on voit bien à travers. C'est typiquement des grains de sable qu'on va trouver dans un milieu aquatique, c'est-à-dire dans un milieu sous de l'eau. Il se trouve qu'en analysant le ciment des grès ici, on s'est aperçu que le ciment était siliceux, c'est-à-dire composé de silice. Une formule chimique SiO2 ici. Ça veut dire que les eaux qui ont circulé dans ces sables contenaient de la silice qui était dissoute et qui a précipité. On est sur un plateau aux alentours de 70-80 mètres d'altitude. Mais alors ce genre de dalle, d'après le propriétaire, c'est pas la seule. Il y en a une douzaine de cette taille ou à peu près similaires à cette taille qui ont été extraits. La particularité de ces dalles, c'est que grâce à sa surface qui est bien dégagée, on aperçoit des sortes de mouvements. On appelle ça des grès mamelonnés. Ça évoque des mamelons. Sinon, on leur donne un nom un peu rigolo qui s'appelle gogotte. Combien là? Combien tu l'estimes? Je dirais 80 cm à 1 mètre là. Ouais, voilà, donc quand même une dalle conséquente. Et les orthostates qui soutiennent la dalle de couverture, normalement, sont disposés à la verticale, ce qui n'est pas le cas ici. Ah oui. Donc c'est pas un vrai dolmen. Au toucher, on a l'aspect granuleux. Avec la loupe, on verra les grains de sable comme tout à l'heure. Et en fait, c'est aussi un grès. Le même grès quasiment que celui que l'on a vu précédemment. Ce qui est intéressant, c'est de regarder cette dalle, d'abord pour son épaisseur, mais également pour le fait qu'il y a deux faces. Alors la face supérieure ici, elle est marquée par des cannelures, des sortes de traînées comme ça, qui sont dues à de l'érosion, et des sortes de vasques, qu'on va appeler marmites de géant, entre guillemets. Donc la surface, ici, la partie supérieure a été érodée après la formation du grès. La partie inférieure, elle est un peu mamelonnée, un peu comme ça, avec des arrondis. Les agriculteurs qui ont travaillé les vignes ici, ont regroupé ces blocs. Et dans cela, il y a une particularité, c'est que, sur celui-ci notamment, c'est qu'on voit très nettement qu'il y a des traits quasiment parallèles, là. Et bien ça, c'est les anciens dépôts. C'est-à-dire c'est la stratification et ça se voit hyper bien puisqu'on voit qu'il y a des endroits où il y a des gros grains de sable et des endroits où le sable est beaucoup plus fin. Donc là on a en quelque sorte, grâce à la cimentation, on a fossilisé la sédimentation avec ces fines couches qu'on appelle des lamines. Là on a un grès qui est sympa puisqu'il présente ici des litages qui sont plans et ici des litages obliques. Ce sont des figures sédimentaires. Donc ça c'est génial, ça veut dire que dans ce grès ont été enregistrés, fossilisés, grâce à la grésification, des figures qui évoquent le mouvement du sable. Donc là un dépôt plan, avec un hydrodynamisme modéré, et ici un dépôt incliné, qui veut dire que le courant sur cette face allait dans ce sens-là. Avec formation de petites dunes sous l'eau. Et la dune est prograde, la dune ou la ride prograde dans ce sens-là. Alors on distingue là deux couleurs sur le même bloc, une couleur à l'extérieur là qui est plutôt dans les teintes ocre, puis une teinte plutôt grisâtre à l'intérieur. On retrouve ce même phénomène ici. Alors là qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait la partie qui est ocre ici, c'est la patine. Et la patine en fait c'est la surface externe du bloc qui correspond à la zone la plus altérée.
Il est probable que cette couleur de teinte ocre soit liée à la présence d'oxyde et d'hydroxyde de fer. Autre point sur la patine, en dehors de la couleur, eh bien, c'est l'aspect lisse de la roche. Ici, tu pourras le toucher tout à l'heure, mais ici, c'est complètement lisse. Alors, on dit lustré. Alors que quand on regarde là, cette roche, alors c'est compliqué à l'écran, mais en fait, quand ma main passe, là, on l'entend, ça crie, ça craque. Là, je viens de casser, tu vois, je viens de péter un bloc, là, et on voit très nettement la différence de couleur entre la patine externe, qui est très ocre, et l'intérieur. L'observation à la loupe sera un peu différente. Lorsqu'on observera la patine, on verra très nettement comment sont imbriqués les grains les uns par rapport aux autres. Et puis, on le verra aussi lorsqu'on regardera la roche à l'intérieur, mais ce sera moins contrasté. Voilà. On distingue plusieurs couleurs. Alors tu as ce truc-là là, qui a une teinte plutôt ocre, celui-ci qui est plutôt dans les teintes grisâtres. À la loupe, on retrouvera nos petits grains de sable cimentés, c'est donc un grès. Mais on les observera également ici, sur celui-là, donc c'est aussi un grès. Les deux sont des grès. Il est probable que dans le secteur, il y ait deux types de gisements de grès. Un gisement de grès qui est issu d'un sable qui était gris au départ, et un gisement de grès dont le sable au départ n'était pas gris mais ocre. Sur les blocs qui ont été fraîchement cassés, certains présentent des traits que l'on distingue très nettement ici. Il y en a également là. Et là on voit qu'il y a une certaine organisation. Alors ça se sépare en deux, ça se sépare en deux, ici aussi. En fait, l'interprétation de ces blocs ici, c'est que ce seraient des racines de végétaux, des empreintes de racines de végétaux. Ce sont donc des fossiles. Alors si ce sont vraiment des empreintes de racines de végétaux, ça veut dire que comme ça se sépare en deux, c'est vers le bas, c'est-à-dire que ça c'était vers le bas et ça c'est vers le haut, la tête en bas. Est-ce que c'est le végétal qui a creusé ses racines dans la roche qui est dure? Alors là, tu pourras essayer tout à l'heure. Mais c'est très compliqué pour une racine de percer ce genre de roche. Deuxième solution, la cimentation, elle a eu lieu lorsque les racines étaient présentes. Ce qui signifie, en d'autres termes, que ce phénomène de cimentation a eu lieu à proximité de la surface du sol. Et, deuxièmement, en milieu continental, avec un couvert végétal au-dessus. Peut-on savoir quel type de plante vivait sur ce sable? Parce qu'au moment où les plantes vivaient, c'était du sable. C'est compliqué, là il faudrait un spécialiste en racines et c'est pas facile. Je vous incite à aller au Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers là pour voir l'essentiel de ces fossiles parce que les plus belles dalles sont là-bas. On a un argument supplémentaire pour dire que c'est bien d'une roche sédimentaire, c'est la présence de fossiles. Ce sont des empreintes de feuilles. Elles se sont déposées les unes sur les autres. On reconnaît certaines formes de laurier. Associées à ces feuilles de laurier, on va retrouver également des feuilles de palmier. Et l'un de ces palmiers est visible au Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers. C'est le Sabalites andegawensis, qui est une forme qui ressemble à ce que l'on a vu tout à l'heure en actuel. Les dolmens, c'est tout ce qui reste d'une sorte de tumulus. Il faut imaginer que l'ensemble était recouvert de terre et de blocs. En faisant le tour complet de l'édifice, eh bien, on s'aperçoit qu'on a quasiment tout le temps le même type de roche, du grès. Si tu regardes dans ce secteur, on voit qu'il y a des sortes de traits là, qui se recoupent, comme ça. Alors ces traits là sont interprétés comme étant de la bioturbation, c'est-à-dire que c'est des traces, des pistes d'organismes qui ont circulé dans la roche. Alors le problème c'est que la roche est très dure, là on ne peut pas circuler dedans. Donc en fait, elles ont circulé dans la roche quand c'était encore du sédiment. La présence de fossiles, en effet, atteste que cette roche a une origine sédimentaire. Si tu regardes ce bloc, il est très intéressant et on observe à l'intérieur des trucs très étranges qui correspondent en fait à des restes, des terriers liés à la circulation d'organismes. On voit que c'est sinueux ici par exemple. Et là, on voit très nettement des marques qui montrent un petit peu le déplacement de l'organisme à l'intérieur d'un terrier ou d'un tube. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est l'animal qui a fait ça. On ne sait pas si c'était un animal qui avait un corps mou ou un corps dur. On sait simplement que ce grès possède ces figures qui sont des fossiles. Ce sont des traces de déplacement d'organismes laissées dans la roche. Ça fait partie d'une discipline de la géologie, c'est l'ichnopaléontologie.
Donc là, je fais un tour à la tarière dans le secteur de la dalle de grès et je constate que j'ai un terrain qui est quand même assez sablonneux pour l'instant. Alors là, je suis sur le sol hein, et je continue. Ce sable, il va être composé principalement de grains de quartz. Et voilà, la couleur blanche un peu. Alors là, ce sont des sables très fins hein, que l'on voit. Et c'est la cimentation de ces sables très fins qui a donné à un moment donné la formation de ces dalles de grès. On propose plusieurs hypothèses et la plus fréquemment admise maintenant, c'est que ces dalles de grès seraient le résultat de ce qu'on appelle de la pédogénèse. Alors la pédo, ça veut dire le sol, et genèse, la formation du sol. Pour fabriquer un grès pédogénétique, il faut du sable issu de l'érosion de roches, et ce sable est transporté et il va sédimenter. Sous un climat tropical humide, avec des alternances de saisons sèches et de saisons pluvieuses, et en milieu continental, se développe une forêt luxuriante. Il pleut, l'eau s'infiltre dans le sol et va alimenter une nappe à l'intérieur de ces sables qui constituent un excellent aquifère. Le niveau d'eau pendant la saison sèche va baisser et le niveau pendant la saison des pluies va augmenter. On aura donc une zone de battement de cette nappe d'eau souterraine et dans cette zone de battement des nappes d'eau souterraines se produit un phénomène de cimentation avec un ciment siliceux, ce qui va former une silcrète à l'intérieur de la roche. Il faut trouver donc une silice qui soit adaptée à passer de l'état solide à liquide, ionique. Eh bien, il se trouve que dans les sables du sénonien, là, entre guillemets, eh bien, on avait pas mal d'une silice qu'on appelle de l'opale. Et cette opale, eh bien, elle est peu stable et elle peut facilement passer à l'état dissoute et reprécipiter après. C'est corroboré par la présence de ces empreintes de racines de végétaux à l'intérieur de ces dalles de grès. Donc on était en effet à proximité de la surface du sol en milieu continental. Ça c'est l'hypothèse qui est retenue pour la formation de ces grès et on appellerait ces formations-là des croûtes de silice, silcrète. On a des dalles de grès qui se forment sous le sable. Ces dalles de grès peuvent avoir emprisonné les empreintes de racines de végétaux qui se développaient au-dessus. On pourra éventuellement retrouver à l'intérieur de ces dalles de grès des empreintes de feuilles, des empreintes qui seront transformées en silice, elles seront silicifiées. Alors comment voit-on ces dalles de grès à la surface? Le sable qui est en surface est érodé et les dalles de grès finissent par déflation à apparaître à la surface du sol. Sur la partie gauche, sous le chêne, là, on voit des blocs de grès qui glissent. Alors d'où viennent-ils? Ils viennent de là-haut en fait. Et l'érosion du coteau fait que les blocs de grès glissent tranquillement et on les aperçoit à la base de cette formation qui est en fait une loupe de glissement, c'est-à-dire que là, une grosse partie de ce coteau a glissé, emportant avec elle des blocs de grès et on va le retrouver, ces blocs de grès mélangés aux alluvions. Dans les alluvions, on en a vu à Écouflant, les fameux blocs glaciels. Oui. Qu'est-ce qu'on ne sait pas d'autre? Où c'est ici hein? Quand? Pourquoi? Maintenant, on va essayer de regarder cet affleurement. C'est un affleurement qui est un peu particulier. Là, il est entretenu par nos amis à quatre pattes et on a plusieurs roches de visibles ici. Sur la gauche, là, on voit une roche qui est plutôt tendre, que les hommes ont creusée facilement. Alors ça, c'est du tuffeau. C'est une roche tendre et elle est carbonatée. Au-dessus, on voit qu'il y a un niveau verdâtre. Ce sont des sables. Et ils sont verts parce qu'ils contiennent un minéral qui s'appelle la glauconie. On va regarder dans la partie la plus haute de cet affleurement, tout là-haut. Au niveau du plateau, on voit très nettement une dalle qui est quasiment à l'horizontale. Alors cette dalle, elle mesure 40 à 50 cm d'épaisseur et elle est en place en fait. Et elle est en place dans une formation de sables qui ont une teinte beige à grisâtre. Ce qui veut dire qu'en fait le grès qui est là-haut, parce que c'est d'une dalle de grès, eh bien ce grès il va être gris lui. Donc ça y est, on l'a à notre origine de nos dalles de grès. Là, comme tout à l'heure, eh bien c'est en place.
dans des sables qui sont ici au-dessus de ces formations. Alors l'avantage, c'est qu'on connaît l'âge du tuffeau. On sait que c'est du Crétacé supérieur et on sait que c'est plus précisément du Turoniens. Les sables verts qui sont au-dessus, on les attribue également aux Turoniens. Donc ça veut dire que les sables qui sont au-dessus de ces sables verts sont postérieurs aux Turoniens. Alors ça peut être toujours du Crétacé supérieur, c'est ce qu'on appelait auparavant le Sénonien. Sinon, ça peut très bien être des sables qui ont été repris postérieurement au Crétacé, et dans ce cas-là, ils pourraient être même synchrones, c'est-à-dire en même temps que la grésification au cours de l'Éocène. Il faut apporter des preuves à cette datation. Oui, alors à l'intérieur de certains de ces sables, on a pu trouver des coquilles qui sont attribuées aux Sénoniens entre guillemets. Donc ça, c'est un argument pour dire qu'il est probablement Contemporain. de ça. Mais on a retrouvé aussi des fossiles de feuilles et des empreintes de racines de végétaux qui sont attribuées, elles, à l'Éocène. Donc ce qui prouve qu'en fait, on a probablement en effet un sable ancien qui a été grésifié tardivement. Mais on n'est pas sûr parce que, ok, on a trouvé des fossiles de végétaux qui attestent que certaines dalles se sont formées, de grès, se sont formées à l'Éocène, mais est-ce que tout est formé à l'Éocène? Là, le champ est ouvert. Ça y est, on a compris que on était ici devant ce dolmen, devant des dalles de grès, et que le grès, c'est une roche sédimentaire composée principalement de sable, de grains de sable qui sont cimentés. Alors, ce qu'on a pu apprendre, c'est ça là. Tu te souviens de ces machins-là? Ah oui, bioturbation. Ouais, c'est-à-dire que ce sont des pistes, ce sont des fossiles. Alors ça, maintenant, tu te souviens de ces machins bizarres là? Ouais. Là. Surface mamelonnée. Ouais, alors on avait appelé ça après des gogottes, et ouais. C'est lié au processus de formation de la dalle de grès au cours de la pédogénèse. Donc, tu te souviens des trous aussi? Ouais, les trous, ce sont des marmites. Alors ça pourrait être des marmites, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'ils aient retourné la dalle. J'ai rien compris, moi. C'est pas vrai. C'est pas des racines. Ça peut être ici des restes d'emplacement de racines de végétaux. Les marmites de géants, bah tiens, regarde ici, tu en as une. Là, ici. Donc ça, c'est une zone qui a été altérée, érodée. Donc en fait, la dalle ici devait être posée. Ça, c'était la face qui était vers le haut. On est sur des dalles de grès issues de processus de cimentation au cours de la pédogénèse. L'âge des sables, initialement, c'est des sables qui seraient du Crétacé supérieur et qui ont peut-être été remaniés, c'est-à-dire ça a peut-être rebougé au cours de l'Éocène. Et la cimentation, d'après les fossiles de végétaux qui ont été trouvés dedans, serait de l'Yprésien, c'est-à-dire un étage de l'Éocène. Ceci dit, il y a plein d'incertitudes quand même, Yves, on ne peut pas être sûr de tout. La question c'est, est-ce que ces dalles de grès se sont toutes formées au cours de cet Yprésien? Quelle est la vitesse de formation de ces dalles de grès? Est-ce que c'est uniquement des phénomènes pédogénétiques qui ont fait ces dalles de grès? Les questions sont entières. Et là, c'est intéressant de comparer la formation de ces dalles de grès avec celles qui ont été largement étudiées du côté de Paris, par exemple, dans la forêt de Fontainebleau. Bon, il nous reste faut qu'on aille là-bas. Ah bah là, on va à Fontainebleau, là. C'est parti. Allez, on y va. Bon. Ça te va? Ouais. Allez, on y en voir.